essaye de faire un petit point. Ça me dirait toujours de faire 3, mais il y a 40 fois. Je vous écoute. Peut-être que je vais présenter, mais bien quelles sont les organisations qui sont là. Voilà. Bon, peut-être pas pour faire tout le détail, mais le tir vers. Quelles sont les organisations? Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'intersyndicale, donc CSD, FO, CNT, ça, le collectif d'urgence, le collectif interhôpital. L'hospitalité. Pas de souci, c'est la même chose. D'accord, donc vous avez des gens ici. Et vous, madame? C'est bon, on reprend le papier. Tous les agents de l'hôpital. En toute catégorie confondue, bien sûr. Et tous sites confondus. Et tous sites confondus. Ok. Je vous laisse présenter un peu les indications, les points particuliers peut-être aussi. Donc, dans le cadre des marques. Voilà. Donc, dans le cadre des marques de la colère, effectivement, l'organisation nationale aujourd'hui, avec plusieurs organisations syndicales et des collectifs aussi, voilà, pour des revendications communes sur le maintien, avoir un peu plus effectif, plus de moyens humains, de moyens matériels, et surtout une revalorisation des salaires pour tous les hospitaliers. Ce n'est pas des primes qui sont mises. Pas de bénévoles non plus de super-héros. D'ailleurs, on a des fausses médailles de publiées à remettre. Voilà, si vous trouvez un porte-parole auprès du préfet et auprès du ministère, voilà, je pense que c'est un message fort. Nous voulons une revalorisation salariale pour tous. Nous voulons des moyens supplémentaires, des effectifs supplémentaires pour bien travailler et dans de bonnes conditions et dans tous les secteurs d'activité. Vas-y. Possibilité, capacité d'accueil. La fin de fermeture des lits. Et la réouverture. La réouverture des lits. Vous avez déjà rencontré en fin d'année 2019, parce qu'il y avait un mouvement sur l'hôpital Mont-Marsan avec les suppressions de postes. En parallèle, il y avait le mouvement anti-urgence qui dénonçait aussi les problèmes cruciaux qu'il y avait sur l'hôpital Mont-Marsan, avec le sous-effectif et le manque de personnel et le manque de moyens. Et je pense que la situation ne s'est pas arrangée, au contraire. Le Covid étant passé par là, et encore existant même, ça a bien prouvé que l'hôpital public avait sa place à part entière dans le soin en France. Et on en a marre d'entendre parler d'un hôpital entreprise avec une rentabilité qui nous pousse à travailler avec peu de moyens et en sous-effectif, en souffrance. Et comme on dit, la prime, c'est fait pour diviser un petit peu les agents entre eux et on n'en veut pas. Et ce qu'on veut, on réclame, c'est une reconnaissance vraiment salariale et une reconnaissance de toutes les catégories. Parce que l'hôpital, c'est pas que les paramédicaux, ni les médecins, ça va des ouvriers, la filière ouvrière, technique, administrative. On voit les déroulements de carrière de ces gens-là. Et ça fait plus de 15 ans que l'entrepreneuriat n'a pas été augmenté. Et je pense que on demande notre dû, parce que je pense qu'il y a une fuite. Si autrefois on rentrait à l'hôpital il y a 30 ans et qu'on faisait carrière à l'hôpital, c'est fini. Maintenant les jeunes, ils n'hésitent plus à partir parce que, ok, il faut peut-être mettre en parenthèse de temps en temps sa vie privée, quand on travaille à l'hôpital, mais là on assiste vraiment à des abus. Et c'est quand même une violation carrément de la vie privée des gens. Et les gens, ils n'hésitent plus à partir, à fuir notre hôpital. On a plus de 25% de contractuels sur l'hôpital, Mont-Marsan. Ça, je pense que c'est général en France. Et c'est une paupérisation des agents hospitaliers qui augmente. Et avec les lois qui se profilent à l'horizon, ça ne va pas s'arranger, je pense pas. Ce qui nous plutôt quand même, c'est les revendications. Vous connaissez, je pense que vous en avez entendu parler, ça fait depuis le début du Ségur, et même déjà avant le Ségur, on avait déjà affiché, que ce soit les syndicats ou des collectifs, nos revendications. On a quand même pas mal de revendications communes. Ce qui est important,
c'est dans la mesure où vous connaissez ces revendications, vous ne les apprenez pas aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que nous, on a déjà nos fédérations qui nous disent qu'au niveau de ce Ségur, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas réellement de concertation, il y a des groupes de travail où les intervenants ont à peine 2 minutes de temps de parole pour exposer des revendications, certainement, mais pas pour les discuter, pas pour essayer d'aller au bout des choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les professionnels de santé et de l'action sociale qui se retrouvent dans la rue, parce qu'on sait pertinemment que c'est quelque chose qui ne va pas aboutir à ce que l'on espère. Ça, c'est la première chose. Je vous alerte sur une autre chose, c'est que après l'épisode Covid, parce qu'on peut considérer que dans les Landes, on a quand même été plutôt épargné par rapport à d'autres départements ou régions de France, c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui dans la rue plus de 500 personnes. 500 personnes qui manifestent et qui revendiquent pour la santé, c'est du jamais vu. D'accord ? Il y a des soignants, des hospitaliers, mais il y a aussi beaucoup d'usagers. Tout ça, c'est nouveau. Donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un message qui est lancé par la rue, par la base, qui dit que ce Ségur tel qu'il est conçu, la concertation telle qu'elle est voulue par le gouvernement Macron, elle ne va pas aller dans le bon sens pour les professionnels. Ça, nous en sommes convaincus, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous agirons et que nous avons déjà commencé à agir dans le collectif sur les mardis de la colère. Oui, pour rajouter, là, en fait, le gouvernement a une occasion à prendre et il ne faut pas louper le coche, parce qu'il va y avoir une énorme déception par rapport aux soignants. Les soignants ont été applaudis pendant 2 mois et là, il faut maintenant une reconnaissance. Il faut tenir les promesses qui ont été données pendant ces 2 mois. Donc il faut tenir les engagements. Et les engagements, c'est une véritable reconnaissance des compétences. Et ça passe par les salaires. Donc ce n'est pas une prime au mérite, ce n'est pas la prime de la discorde qui divise justement au lieu de rassembler. Donc ce n'est pas une prime, ce n'est pas une médaille, ce sont de réelles augmentations de salaire et de réelles progressions de carrière. Donc voilà ce qu'on demande. Si vous voulez salarié, que ce soit les gestes forts, mais de suite et de pas quelque chose, Voilà. c'est-à-dire sur un plan de revalorisation de carrière sur 5 ans. C'est de suite, tout de suite et tout de suite. Et ensuite, par rapport à l'hôpital de Mont-de-Marsan, si l'hôpital de Mont-de-Marsan a été plus ou moins épargné, les réorganisations, l'hôpital de Mont-de-Marsan les a subies comme tous les autres établissements de France, donc de très grosses réorganisations. On a vu les limites de l'hôpital de Mont-de-Marsan par rapport à ses moyens, par rapport à son architecture. Il a fallu faire des fermetures de lits, d'ailleurs lits qui sont toujours fermés en EHPAD par manque d'effectifs, donc pas en EHPAD, en SLD par contre. Donc ça aussi, si il n'y a pas une véritable reconnaissance, les personnels ne vont pas rester à l'hôpital public. Ce qu'il faut prévenir, c'est une fuite des personnels. Donc déjà, on n'a pas assez, et si en plus il y a une fuite de personnel, l'hôpital de Mont-de-Marsan va avoir de graves difficultés. Et ensuite, comme vous le savez, l'hôpital de Mont-de-Marsan a des problèmes financiers et on demande une réelle aide de l'État au niveau de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Ce n'est pas au personnel de payer le nouvel hôpital public. C'est pas aux usagers non plus par des cagnottes à payer le matériel qui nous manque, les postes qui nous manquent. C'est à l'État. Tous les usagers payent leurs impôts comme tout le monde, mais c'est pas à eux de faire des cagnottes et de cotiser pour l'hôpital. Cagnotte Lucci, on ne veut pas non plus. Moi personnellement, j'ai eu honte des appels aux dons dans tous les sens, relayés par Facebook. La honte. J'avais la honte de travailler dans ce système-là. C'est l'État qui donne les moyens et ça passe par un autre financement au niveau de la loi de financement de la sécurité sociale. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on demande parce que cette loi elle soit votée différemment et surtout que le gouvernement fasse un autre geste pour donner plus de moyens à tout ce qui est budget sécu. Une de nos revendications aussi est que nous demandons un plan d'embauche massif à hauteur des besoins remontés par les services, que ce soit à l'hôpital, dans les EHPAD, que les structures médico-sociales et sociales. Et que nous demandons l'arrêt des contrats précaires qui se traduirait pour l'hôpital par des stagiarisations et titularisation et dans les établissements privés par des CDI. Mais qu'on arrête les CDD. Moi,
on veut continuer à travailler. On aime notre boulot, sinon on ne serait plus là. Mais on veut continuer à travailler dignement et traiter les patients avec dignité, quels qu'ils soient. Et pour ça, il faut des moyens de personnel, de matériel, réouvrir les lits fermés pour pouvoir accueillir tout le monde. Une dame de 80 ans ne passe pas 10 heures sur un brancard aux urgences avec tous les risques du décubitus. D'entendre dire, certes, on a été épargné pendant cette période de Covid, mais il faut aussi souligner la mobilisation de tout le personnel qui est revenu travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Ça a montré aussi les limites de notre hôpital, parce que heureusement qu'on a été épargné, parce que je pense que ça aurait été très très compliqué pour nous. Donc on est tous revenus, on a laissé nos familles, on s'est organisé, c'était difficile pour la garde de nos enfants pour tous. Nos vacances ont été supprimées, les gens ont été répartis sur d'autres services. Je pense que c'est de la bonne volonté de tous. Donc pour tout ça, mais on attend que les promesses données soient tenues aujourd'hui. Le gouvernement nous dit que le pire a été évité, mais c'est quand même grâce aux professionnels qui étaient sur place, Alors, qui ont pour tenu leur rebondir, poste. le gouvernement dit que la crise du Covid a été gérée. Elle n'a pas du tout été gérée. Les hôpitaux ont géré juste les patients Covid. Aujourd'hui, on reçoit des patients qui sont vraiment en souffrance, qui auraient dû être pris en charge il y a 2 mois, mais qui ne sont pas venus à l'hôpital parce qu'ils avaient la peur du Covid, parce qu'ils n'ont pas voulu consulter. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont des cancers qui ont évolué, qui ne pourront pas être traités. C'est des patients qui ont fait des infarctus, qui ne sont pas venus consulter, qui sont morts à la maison. Donc non, on n'a pas géré la crise du Covid comme il faut. On n'avait pas assez de lits, on n'avait pas assez de moyens humains, pas assez de matériel pour vraiment accueillir tous les patients. On s'est centré sur les patients Covid, mais tous les autres, on ne les a pas aidés. Ils sont en train d'arriver maintenant. Voilà, ils arrivent maintenant. Très compliqué et très dégradé. Demander aux patients de rester à la maison, pour revenir à l'hôpital, c'est quand même un peu logique. Oui, mais c'était aussi un choix de la part des patients. Quand on voit le Oui, mais passage La peur, c'est un choix. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait La ce peur, on choix? ne choisit pas quand on a C'est un peur. choix limité quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Parce qu'on n'avait pas les capacités de les accueillir correctement. Si on avait pu faire vraiment des secteurs Covid et des secteurs propres, où on pouvait vraiment séparer, si on avait eu les capacités de le faire au niveau personnel, ça nous aurait demandé beaucoup plus de personnel, c'est sûr, beaucoup plus de lits, beaucoup plus de matériel. Mais si on avait pu, si on avait eu ça, peut-être qu'on aurait pu les soigner correctement. Et pas les avoir aujourd'hui. Mais certains sont à l'article de la mort quand ils arrivent, tellement ils sont malades, tellement ils ont attendu. Et voilà. C'est une réalité qu'on ne pouvait pas contester, nous, directeur de l'ARS, dans la mesure où ça remonte aussi, non pas de base syndicale, de collectif, c'est aussi quand même les médecins qui le disent. Quoi. Ceux qui récupèrent aujourd'hui les usagers, les patients, qui nous disent ils arrivent dans un moins bon état que si on avait pu les suivre il y a 2 mois déjà. Donc c'est une réalité. On ne peut pas dire que c'est un choix. Voilà, non, c'est un choix par défaut parce que certains ont eu peur, certains ont été dissuadés de venir aussi à l'hôpital, et tout simplement aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir droit à une consultation en fonction de la pathologie qu'on avait. Donc là, en termes d'hôpital public, certes c'était une crise sanitaire, mais l'hôpital public a quand même failli dans ses missions. Bon, moi, tout d'abord, je voudrais quand même remercier l'ensemble des soignants et comme vous dites, pas que les soignants, c'est-à-dire l'ensemble quand même des paramédicaux qui ont travaillé sur cette crise. Je crois quand même que c'est, je vous l'avais dit, c'est pas par hasard quand même que le Covid s'est arrêté aux portes de notre département. Je vais parler de notre département que je connais mieux. C'est, vous l'avez dit, malgré tout, une organisation qu'on peut contester, mais j'ignore pas effectivement ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous avez fait jusqu'à 60 heures par semaine, mais je pense qu'effectivement, si on a eu des bons résultats, c'est pas par hasard, c'est que la crise a été préparée par les soignants. Elle vous a obligé les uns les autres à vous réorganiser, à accepter des conditions de travail compliquées. Elle vous a,
parfois on a eu même des propositions qui étaient surprenantes de la part d'établissements. Et bien souvent, on était très largement et bien au-delà de ce qui est dans le droit du travail. Donc je crois qu'il faut le souligner. Si on a réussi à anticiper la crise par rapport à l'Est, et je ne dis pas que d'autres départements n'ont pas fait l'essentiel, mais je dis simplement qu'effectivement il y a eu un gros travail qui a été fait par les soignants. Je pense que c'est quand même important de le mentionner, de le retenir. Moi, je le dis toujours, c'est pas par hasard si on a eu de bons résultats dans les EHPAD, si la coordination EHPAD, centre hospitalier, a bien fonctionné, si on a essayé de mettre en lien la médecine libérale aussi, et si le fonctionnement hôpital public, hôpital privé a aussi bien été mis en place au départ. Moi je dirais quand même, au niveau de l'État, au niveau de l'ARS, vraiment moi je vous tire mon chapeau pour le travail qui a pu être fait dans l'ensemble des structures, c'est pas par hasard. Les mesures de protection, les mesures barrières, les changements d'organisation, les changements de services, le fait qu'il y ait des services qui ne soient pas en fonctionnement, on rebascule les personnels sur d'autres services. Bon voilà, ça demande quand même des capacités d'adaptation que vous avez montrées. Et comme je dis, parfois on est bien au-delà du droit du travail, donc il faut le souligner. Oui, normalement il y a sans doute quelques primes. Vous demandez plus, j'espère, et quand même c'est bien prévu que le Ségur de la santé, dans son point numéro 1, quand même revoit la situation, notamment des soignants. Donc moi je note que vous dites qu'il n'y a pas assez de concertation aujourd'hui, qui ne permet pas de vous exprimer les uns les autres, mais oui, j'ose espérer qu'on va tirer les enseignements de cette crise sur, en tout cas, le dévouement et les compétences des soignants d'une part, et puis d'autre part, voilà, le fait que, oui, je parle des compétences, oui, le fait qu'on travaille avec des personnes formées, qualifiées, et qu'on n'ait pas des recours aux intérimaires, à des partages d'activités, a aussi limité la transmission. Il est évident que un certain nombre de cas avérés dans ce département comme ailleurs ont été liés à des situations précaires de personnel qui ont été obligés de travailler sur plusieurs sites. Donc c'est effectivement, vous me parlez des contrats, des CDD, j'entends ce que vous dites, oui je crois qu'effectivement il y a à travailler, comme vous le dites, sur le maintien de compétences, parce que c'est les compétences qui font qu'on peut maintenir ces gestes barrières et aussi limiter la diffusion du virus. Après, sur ce que vous avez dit, aujourd'hui on voit les conséquences de ce retard de 6 mois sur les prises de rendez-vous, sur la déprogrammation, sur tout ce qui était programmé. Il faudra sans doute le prendre en compte. Moi je dirais que c'est pas que lié à l'organisation des hôpitaux. Les gens ne se sont pas déplacés non plus vers les cabinets médicaux. Il y a les médecins généralistes, puisqu'on a perdu à certains moments de la crise plus de 50% de la patientèle classique aussi dans les cabinets. Vous pouvez monter à 90% et aujourd'hui les libéraux ils sont au fer de la gorge, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des libéraux qui sont installés il n'y a pas longtemps, ils ne savent pas comment ils vont continuer en fin de mois. Ils n'arrivent même plus à payer leur facture. Et ça c'est la réalité des médecins qui sont là depuis très longtemps aussi, qui sont descendus en dessous des 50%. Et ces gens-là ils ont été oubliés aussi dans cette crise. Parce que là on parle de l'hôpital, je suis entièrement pour, mais il y a aussi des gens dehors qui eux aussi ont essayé de mettre des choses en place, qui se sont fait pouler, on les a pas aidés, on les a oubliés, ils recevaient les mails 3 jours, 4 jours après les histoires, ils étaient au courant de rien. Ils ont été entièrement oubliés dans cette histoire.
qu'on se place systématiquement sur l'après-Covid pour essayer de discuter un petit peu ici. Nous, à la CGT, ça nous dérange parce que, on ne découvre pas des problèmes depuis le 16 mars qu'on est en plein dedans sur le mois de mars. Les revendications que nous avons à nouveau réitérées ici, c'est des revendications qui sont anciennes, qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années, parce que tout ce qui est gel du point d'indice, ça fait quand même plusieurs années qu'on revendique le dégel de ce point d'indice pour avoir des augmentations des salaires. Donc, que vous nous expliquiez que la situation par rapport au Covid, ça se passe comme ci, comme ça. Alors nous, la CGT, on entend, mais quelque part, honnêtement, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est pas les actions du gouvernement par rapport au Covid, c'est les actions du gouvernement par rapport aux revendications de la base de la santé, des actions sociales. Donc là, comme on est l'hôpital public, c'est ça qui nous intéresse. Nous, les primes qui récompensent les professionnels d'un investissement énorme et d'une capacité d'adaptation durant la crise Covid, ok, on est poli, on va pas cracher sur la prime si elle tombe. Mais par contre, ça n'efface en rien toutes les difficultés qu'on avait avant le Covid. On a encore discuté avec un collègue qui était infirmier de nuit sur les soins généraux. Il nous dit qu'on est à mi-année, il a déjà plus de 160 heures sup de cette année. C'est pas un reliquat de l'année dernière. Son responsable de service lui dit « Je suis dans l'incapacité de te donner des jours de récupération pour que ton compteur baisse. » Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, il va se retrouver à 300 heures. C'est pas le Covid qui lui a fait ça. C'est pas le Covid. C'est juste un manque de moyens à l'hôpital public qui date d'avant le Covid. Et c'est pour ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui. C'est pour dire que ce sur quoi il faut réagir, c'est pas par rapport au Covid et par rapport à notre investissement, notre professionnalisme, notre conscience professionnelle qu'on en a encore montré pendant le Covid. On l'a montré déjà avant. Mais c'est qu'il y avait des choses, il y a des choses à changer. Et qui avait déjà changé avant le Covid. C'est ça qui est important. Alors on peut parler 3 quarts d'heure de Covid, mais bon, nous pour la CGT, c'est pas ça que l'on souhaite. Mais j'entends, mais permettez quand même que je vous dise aussi que cette reconnaissance. Tout à fait, oui. Que, et donc, permettez que vous disiez aussi ce que pensent les professionnels quand même. Excusez-moi, je voudrais revenir, parce que c'est quand même en fin d'année, on était dans la rue, et c'est pas par plaisir qu'on bat le pavé sous la pluie, on est quand même des soignants, on préfère être auprès des patients, plutôt que de battre le pavé là, à longueur de temps. Et l'an dernier, on n'a fait que ça depuis le mois d'août, avec l'interurgence qui avait soulevé le problème des urgences, les suppressions de postes. Et on a rencontré les élus, on vous a rencontrés, et je vous dis franchement, l'an dernier, vous avez dit que faire de nos problèmes. Maintenant, on se retrouve effectivement avec l'histoire du Covid, où là, on entend parler des soignants. Et jusqu'à présent, on passe un petit peu, on passait sous silence parce qu'on n'a pas les moyens de se faire entendre. Et là, on vous le dit, cette colère et ce mécontentement, je pense qu'il va se majorer si effectivement le résultat du Ségur ou je ne sais pas de quoi n'est pas à la hauteur des espérances du personnel hospitalier. Assez de blabla, on veut des actes concrets, immédiats. Parce que là, vous avez parlé donc, à propos du Ségur, d'une possible revalorisation, vous avez dit, je reprends vos termes, pour les soignants. Est-ce que c'est là aussi une maladresse qui est parfois effectuée par les membres du gouvernement et parfois relayée par certains médias, à savoir qu'on dit soignants, on parle de tout le personnel hospitalier, ou est-ce que vous, d'ores et déjà, vous pouvez dire, oui, j'ai entendu dire que ce sera les aides-soignants et les infirmiers qui seront augmentés? Parce que si c'est ça, on se revoit mardi prochain, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du Ségur, minimum. Mais encore une fois, le problème c'est qu'on est obligé de revenir sur ce qu'on avait dit, parce qu'on l'a lu ça aussi. On a lu qu'un geste serait fait pour les aides-soignants, pour les infirmiers, de la même manière qu'un geste a été fait pour les aides-soignants en gériatrie sur la prime grand âge, occultant totalement tous les ASH qui font le travail d'AS, mais qui n'ont pas la prime. Pourtant les ASH sont bien les salaires les plus bas de l'hôpital. C'est bien là qu'il aurait fallu faire un effort aussi. C'était essayer de faire quelque chose pour ceux qui touchent le moins. Donc là, vous nous dites les soignants. C'est quoi alors? C'est une maladresse ou c'est déjà un axe du gouvernement qui est déjà largement imposé au niveau du Ségur? C'est quoi alors? Je ne répondrai pas. Ah ben. Voilà. Ouais, mais moi ça me fait pas sourire. Ça ne rend pas optimiste. Les discussions, bon sang. On va pas faire durer 3 heures, une accusation. Non, mais voilà, vous avez raison. Alors, je reprends aussi, parce que vous étudiez mes propos, quand je parle de compétences, voilà, c'est tiré l'ensemble vers le haut. Et effectivement, on est certain, je ne
dit, j'ai cité quelques exemples pour effectivement redire qu'on doit aussi tirer les enseignements de cette crise. Les problèmes existaient avant. Il y a un événement qui fait que on a montré que effectivement il y a des choses qui sont positives et qu'on doit prendre en compte, c'est tout. Moi c'est ce que je vous dis, et que voilà, quand je parle de l'adaptabilité des personnels de manière générale, quand je parle de leurs compétences, je mets dans les compétences effectivement ce que vous dites aussi, c'est-à-dire arrêter de faire des contrats précaires, essayer de ne pas recourir à l'intérim sur des parce qu'on n'a pas la même approche, etc. Voilà, j'ose espérer effectivement que dans ce qui a été ouvert et qui a été ouvert, la crise avait quand même pas tout fini quand même, voilà, j'ose espérer effectivement qu'il y aura des points qui permettront globalement de revenir sur ce que vous avez dit et sur les points qui... Au lieu d'espérer, on est quand même ici pour vous remonter des problèmes, tout le monde vous a parlé, au moins nous répondre que vous allez faire remonter ce dont on est venu vous parler. Au moins ça. Donc se dire on va espérer, nous on n'espère pas. Alors on vous demande, et on est là ici pour que vous fassiez remonter nos problèmes. Vous êtes représentant départemental, donc on espère bien que ça va remonter plus haut. C'est là, bien sûr. Et vous allez même faire remonter qu'on rend les médailles, on rend la prime. Voilà, on rend tout ça là. Ça, on n'en veut pas. On est gentil, on a tout ramassé quand même. On est propre, on voyait jusqu'au bout des angles, on est consciencieux, on est professionnel, jusqu'au bout des angles. Non mais je ferai remonter bien évidemment si je prends des notes, c'est pas pour aussi leur cahier, c'est effectivement pour soutenir, je sais ce que je vous dois à tous et quel que soit, vous me dites, voilà, je sais ce que je vous dois sur cette crise-là. Il y avait des problèmes avant. Pendant la crise, on a fait notre travail. Oui, c'est ça. Ouais, on n'était pas des héros. C'est notre boulot, c'est toute l'année qu'on veut être. C'est tout le temps. C'est pas que la crise. La crise, on a fait notre boulot. On a encore un passé demain, on n'a pas envie d'entendre encore sur les affaires financières. Oui, on a encore moins de 3,5 millions. Ah ben non, on va pas faire ça parce qu'il y a un budget, on est en déficit. Ah ben non, je peux pas, on est en déficit. Ça fait des années qu'on entend ça en instance, des années. Donc à un moment donné, il va falloir aider l'hôpital de Mont-de-Marsan. Localement, qu'est-ce que il y a 650 contractuels, donc on ne parle pas d'intérim, contractuels, d'agents contractuels du droit public. Donc ils ne sont pas payés à la même hauteur que des agents titulaires. Ces agents-là font le même travail, remplissent les mêmes fonctions et n'ont pas le même salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? 650 contractuels. Donc il y a un volant de contractuels incompressible lié à l'absentéisme, mais il y a un autre volant. L'hôpital de Mont-de-Marsan est géré de cette façon depuis une vingtaine d'années. Sachant qu'il y a un décret européen qui... oui, en plus. Qui c'est de la discrimination, qui interdit de payer un contractuel, de sous-payer un contractuel par rapport au titulaire pour la même tâche effectuée. Est-ce qu'il va falloir que l'on passe par des mises devant les tribunaux administratifs de tous les hôpitaux? Parce que c'est au niveau national, donc je pense qu'à la fin, ça va être tous les hôpitaux qui vont être mis devant les tribunaux administratifs pour défaut de rémunération. On y est. Ça, c'est quand même un problème que vous pouvez faire remonter rapidement au niveau du ministère. Parce que ça va finir par partir devant les hôpitaux. Ce n'est pas normal une telle discrimination vis-à-vis des jeunes. Parce qu'en plus, c'est les jeunes. Donc c'est la force vive d'un hôpital. On l'a déjà évoqué, effectivement. Oui, on l'a déjà évoqué. Mais ça s'aggrave. On est passé à 650. On avait les listings il y a 5 ans. C'était à 450. Maintenant, on est à 650. C'est pas normal. S'il y a un point sur lequel il faut agir, c'est oui. Ça démontre bien les 40 franchement,